Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Avec moi, on a une superbe équipe, encore que des titulaires. Vous en avez l'habitude. Messieurs, on a un trio magique de la feuille de match qui sont là. Vincent, Nathan et Xens, comment ça va, messieurs? Ça va. Bonsoir à tous, ça va très très bien. Bonsoir, très content d'être là. Beaucoup de choses à dire et beaucoup de réactions sur les réseaux. Très heureux d'être là pour l'émission hommage à Philippe. On ne t'oubliera jamais. Oui, on a notre technicien aussi qui est avec nous, qui va coacher tout ça, mais vous allez le voir intervenir 2-3 fois avec nous en salle. C'est Elliot. Comment il va, Elliot? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va, tu peux me tutoyer, ça fait un petit moment que je connais quand même. Tu peux l'appeler papa aussi. Pas déconner non plus. Abusons pas non plus, mais. Maman. Ça, c'est une autre histoire. Allez, au programme, les dernières activités. On change de débat. Les dernières activités, le point mercato. Le mercato qui s'est clôturé hier soir à minuit. Ensuite, on va revenir sur la défaite en Coupe de France entre Versailles et le TFC. On gardera 10 petites minutes aussi pour rappeler notre cher ami Michael qui était avec nous la semaine dernière, le responsable recrutement et communication de Versailles, pour savoir un peu comment ils ont vécu cette qualification à Versailles. Ensuite, on fera une petite pause musicale et ensuite on fera la petite preview entre nous rapidement sur Dijon, mais surtout le débat sur Philippe Montagnier, donc notre cher coach, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur les réseaux. Donc est-ce que ça c'est un vrai débat ou pas? On va en discuter. N'hésitez pas à réagir avec nous sur le Facebook Live, sur la feuille de match Good Morning Toulouse et Radio Occitanie, sur le Twitter F2M Toulouse, sur l'Instagram Vincent qui est ici. Hop, regardez là, à côté de moi. Il vous répond et il vous fait intervenir aussi, entre guillemets quoi. Surtout qu'on a lancé des petits sondages, des petites réactions sur Instagram, la feuille de match, et sur Twitter F2M Foot. Donc n'hésitez pas à réagir, on lira en direct. Il y a déjà quand même quelques commentaires pour plus tard. C'est en 40e émission. Messieurs, si tout le monde est prêt, c'est parti. Quel objectif avez-vous défini? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai! Allez, on commence cette émission, messieurs, avec le petit coup de com' du club, alors qu'on va accueillir Elliot dans le studio, parce que c'est lui qui fait ensuite la petite chronique. Nathan, on a passé le flambeau. Ouais. C'était un bon cadeau parce qu'il y a eu énormément de matchs en plus. Ouais. Donc, écoute, voilà. j'espère que tu l'as bien formé, mon petit Nathan. Je te souhaite la bienvenue dans l'UFC Chômage, Nathan. Profite bien. Allez, avant qu'on commence avec Elliot, on va parler du coup de com' du club avec la vidéo du retour du public. Alors messieurs, est-ce que c'était un coup de génie ou alors quelque chose de déplacé comme on a pu le voir? Bon, c'était bien amené. Après, c'était plutôt drôle. On n'était plus habitué à avoir des communications un peu drôles et un peu second degré de la part du TF. Et c'est vrai que voilà, cette saison, voilà, bon, on peut se dire ils vont nous annoncer une recrue, c'est un truc tu vois qui va tomber, mais au final non, c'est plutôt bien amené, c'est léger, c'est sympa. Enfin, on en demande aussi, on a envie de retrouver un petit peu un esprit qu'on avait perdu depuis pas mal de saisons au club, donc c'était plutôt sympa. Avant que tu enchaînes, parce que Elliot n'a pas branché son micro et ça j'en étais sûr, avant que tu enchaînes, on fait un petit tour de la vidéo, on explique peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, le site officiel hier du Toulouse Football Club du coup a fait une vidéo de communication, on voit d'ailleurs Julien... Alors j'ai pas envie d'écorcher son nom, le journaliste de France Bleu Occitanie, Balidas, voilà, qui présente. Après on voit Philippe Montagnier aussi, on a le retour. Alors tout le monde s'attend à un super joueur, beaucoup pensé à Machado parce que il nous fallait un latéral, etc. Et au final c'est TFC Dijon, le retour du public. Moi je suis désolé mais je trouve ça magnifique. Moi j'ai adoré parce que je suis quand même assez friand de ce genre de communication décalée. C'est toi qui leur a donné l'idée, c'est ça? Comment? C'est toi qui leur a donné l'idée. J'aurais adoré avoir une idée aussi géniale. C'est un troll énorme pour le coup. Puis avec c'est pensé en plus, on avait besoin de faire un plein d'indices. Tout le monde peut se projeter sur un joueur. Il y en a, moi par exemple, quand je vois le DU, le 31, je dis il y a Jormas qui revient. Tu vois, j'y ai cru. Hein. Et du public, c'est vraiment un jeu de mots merdique, c'est super drôle. Alors, je comprends les réactions aussi. Ça a été très violent. Ils ont même fait, pas un tweet d'excuses, mais une sorte de un peu désolé pour ceux qui l'ont mal pris, mais bon. Oui, d'explications. Voilà, des petites explications. Et ce qui est très drôle, encore plus, je vous conseille d'aller voir, c'est qu'il y a certains, je ne citerai pas leur nom par respect, mais qui les ont défoncés sur leur compte perso et sur le compte officiel du TEF qui disent oh allez, c'est pas grave, c'était une bonne blague. Et je trouve ça hallucinant, quoi, qu'on ait des gens comme ça, mais bon, apparemment, c'est les réseaux.
Auxence, t'as pas écouté sur tout ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je pense que déjà, j'ai pas été le seul à me faire balader complet. Honnêtement, je pensais au retour de Machado. Honnêtement, je m'y attendais. Je m'y attendais vraiment. Mais au-delà de ça, du Il y avait teaser des infos qu'on n'avait pas. non, mais au-delà du teaser qui avait marché, imaginez si ça avait été le vrai teaser pour annoncer une recrue, sans que personne n'ait l'info, ça aurait été incroyable quand même. Folie. Mais il y a quelque chose à travailler du coup de la part du TEF là. Ouais, c'était vachement bien, mais j'avoue que voilà, je me suis fait complètement balader. La chute est totalement inattendue. Et... Mais elle est drôle. Elle est drôle. Elle est drôle. Bon, Tous les footix sont PLS hein, quand même. On l'a découvert ensemble avec Auxence hier soir. Exactement. On était scotchés comme deux cons, concrètement. Non, mais surtout que j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mec qui vient d'arriver, qui sait. Et après, le seul truc qui peut déranger, c'est le timing, quoi. Sinon, en soi, l'idée est excellente. Justement, moi je pense que le timing le est fait décalage exprès. est fait Ouais. exprès, Je peux comprendre que voilà, ce que sur certains avis que j'ai lus, ça aurait été peut-être mieux qu'il le fasse le lendemain du mercato. Mais pour être sûr qu'il n'y ait pas de fausses surprises, c'est les avis. Après, Il y aurait Yves qui serait là et d'ailleurs on l'embrasse. Il nous dirait que Comolli avait dit qu'il n'y avait pas à avoir de recrues. Il n'y en a pas eu, donc soyons pragmatiques. Voilà, point. C'est exactement ce que dit Fredo sur le Facebook Live. On sait que nous n'aurons pas de recrues mercato depuis quelques temps, donc c'est bonne com. Ouais, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Troll de compétition. Henri a cru au retour de Marsico. Des réactions, Vincent, pour terminer ou pas? Ouais, sur Instagram, on a Johan qui a trouvé ça bof. Pour Flavien, bon enfant, mais il comprend justement que certains le prennent mal vu les derniers résultats. Pour Henri, c'était osé. Pour la team Mamadi, Bangré, du coup, c'était un mauvais timing. Sur les réseaux, Anaïs, le troll est pas mal en soi, mais franchement, le timing est pas bon du tout pour eux. Diane, a trouvé que la com, il se moque un peu. Sur Twitter aussi, j'avais eu d'autres réactions, pareil. Monsieur Anderson qui disait que le timing était pas top, et Benoît qui pensait aussi au retour de Machado. Honnêtement, je peux comprendre que le timing soit un peu problématique pour certains. Le troll est bon, mais alors je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je peux comprendre que certains l'aient mal pris. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que tout le monde, désolé, tout le monde attendait quelque chose, tout le monde voulait un truc. Putain, on l'a dit d'entrée, il n'y aura pas de recrue, on n'a pas de thune. Point. On a signé Flemings parce que c'est un accord. Enfin, on va en parler après. Enfin, on peut faire la transition. D'ailleurs, Comolli qui était sur France Bleu Occitanie il y a à peine une heure et demie, l'a dit, l'a redit. Voilà, point. Et du coup, le timing est encore plus drôle, je trouve. Pour ça. Après, c'est moi, je m'attendais même pas à une recrue. Enfin, j'ai regardé ça, mais je me suis dit, j'ai compris à la fin, je me suis dit, bon, il va y avoir un petit truc. Mais voilà, on s'attendait à aucune recrue. Il n'y avait aucune pub qui avait été faite comme ça depuis l'arrivée de Comolli aussi. Donc ça me semblait bizarre voilà, qu'ils annoncent une recrue. Donc au final, moi, je trouve c'est finement bien joué. C'est un coup de com réussi, puisqu'on en parle. Le but d'un coup de com, c'est de communiquer dessus. Et voilà. Exactement. Transition. Interview de Comolli à France Bleu Occitanie. 3 points à retenir. Auxence, tu peux nous les citer? Exactement. Donc déjà la première information, c'est que personne ne part. Le TFC a mis l'accent pour faire en sorte de garder tout le groupe pour monter en Ligue 1. L'exemple cité, c'est celui de la rencontre TFC Guingamp, où il y a eu le fameux 2-2. Et selon les informations qu'ils avaient eues, 26 clubs étaient venus observer les joueurs du TFC, mais pas des moindres. Le Barça, le Barça, le Bayern Munich. Donc voilà. Mönchengladbach. Bayern Mönchengladbach aussi. Donc voilà, le TFC c'est un club qui attire et il y a eu un gros stop ferme. Et ça c'est bien, c'est très bien. Peut-être une intelligence de la part de nos dirigeants. Deuxième point. Le deuxième point, c'est sur ce fameux latéral gauche que tout le monde attendait. Et comme t'imagines, ils auraient fait la pub pour Silla, quoi. Il est de retour. Sur une civière. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le retour de Silla n'a pas conditionné l'arrivée d'un autre latéral gauche pour éviter une concurrence et tout simplement l'accumulation de joueurs. Et il faut dire aussi que le prix était très élevé aussi, que ça allait être très compliqué d'avoir un bon joueur compétitif pas trop cher. Et la dernière info, c'est tout. C'est l'arrivée de Flemings. La dernière info, c'est sur l'arrivée de Flemings. Donc c'est plus un coup, un pari à tenter pour le moyen ou long terme. C'est ce qui avait été dit. Il y avait un accord avec le joueur depuis septembre. Son arrivée pouvait se faire beaucoup plus tard, mais ils ont eu la possibilité de le faire dès cet hiver. Donc il y a eu le feu vert et Flemings a signé. Parfait. Mais écoutez, voilà, moi c'est clair, c'est net, c'est précis. J'espère que tout le monde entendra bien les commentaires de Monsieur Comolli qui avait déjà dit pas de recrue et il n'y en a pas une voilà qui était déjà faite. Et pour clôturer sur ça, je m'adresse à tous les supporters de football en général. Regardez tous les panic buys, tous les mercato
hivernaux qui ont été faits et essayer de compter le nombre de joueurs qui ont été bons et qui ont été vraiment utiles à des clubs. Ça se compte sur une doigt d'une main. Alors, Sanogo, Delors, Diallo, Mitroglou. non mais sur le TFC quand même, on parle de foot monsieur. Ouais. Donc voilà. Kazim Mais- Kazim. Ça peut être un quiz. Après, si t'en as eu Paulo Ranieri. César, il y aura toujours des exceptions qui marchent, l'exception qui marche, qui confirme la règle. Mais ce mercato n'est pas fait. C'est pour ça d'ailleurs aussi que certains en parlent pour le supprimer. Donc, don't panique, on est bon. On enchaîne. Elliot, c'est ton moment, c'est ta nouvelle chronique. Ça y est, tu vas nous donner les résultats du centre de formation et des féminines. Bon, je vais aller faire la technique, on va pas l'instant du coup. Hein. Oui, On t'entend. de quoi? Non, je ne crois pas qu'on t'entende. Tiens, je vais te passer mon micro au cas où. Oh, là c'est bon, vous m'entendez. Avant de commencer, une petite information concernant les jeunes du centre de formation masculin. Il n'y a aucun match qui a été disputé, donc c'est par exemple pour une pause ou pour des matchs reportés. Concernant les U17, donc comme je l'ai dit précédemment, il n'y a pas eu de match. C'est un match qui a été reporté. Donc au classement, oh, yes, j'ai oublié, sympa. Bon ben. Non, c'est second au classement. donc. C'est bon, bah, bien, C'est bon. merci. Super. Et pour le prochain match, TFC va affronter Bordeaux, donc son équipe rivale, le dimanche 6 février à 14h30 au terrain Brice-Taton au Parc des Sports. Concernant les U19, ils sont deuxième derrière Monaco, donc à 2 points. Leur prochain match, c'est contre Montpellier, donc ça sera le dimanche 10 février à 14h30. Wow, désolé, je suis perdu là. Le dimanche 6 février à 14h30. Elliot, panique pas, ça va bien se passer. Non, mais je peux pas, là, je panique. Tu sais le faire, vas-y. Nathan te regarde avec insistance. Pas de mais panique, en- 1 million de personnes nous regardent actuellement, mais surtout pas peur. Au stade Bernard Gasset 2. Et concernant les N3, donc Toulouse qui est 11e avec seulement 13 points, donc avec 15 points de retard par rapport au leader qui est le Racing Club Olympique Agatois. Leur prochain match est contre Castanet, donc le dimanche 6 février, là je fais pas de faute, à 14h30 au stade La Zone Verte Laramée. Il faut noter que le match a été reporté contre Alès pour la seconde fois dans le mois. Donc voilà. Ils veulent pas les partout. affronter, ils Voilà. ont peur. Au début, c'était trop de cas de Covid côté Toulouse. Après, c'était côté Alès. Donc match nul. Ça marche bien cette animation en duo, j'aime bien. On dirait Eric et Ramsey. C'est sympa, merci. J'ai pas dit qu'il était Eric ou Ramsey. Hein. Allez, on t'écoute. Concernant les féminines, on va parler des U19, de la R2 et de la R1. Donc on va commencer par les U19. Il y a eu un match, ça a été le TFC contre le PSG. Et c'est le PSG qui a gagné. Donc côté Toulouse, la buteuse est Bonafou. Donc si jamais, désolé pour les noms de famille, si je me trompe. Au classement, donc malgré leur défaite, Toulouse reste quand même leader du groupe C avec 25 points. Donc on peut dire qu'il y a quand même une avance confortable par rapport au deuxième qui est l'OM, qui ont 19 points. Leur prochain match, c'est contre Dijon, le dimanche 6 février à 12h30 au terrain A3 du Stadium. Concernant les R2, il y a eu un match, donc c'était contre Beaucaire, si je dis pas de bêtises. Beaucaire. Ils ont gagné 10-0. Donc côté Toulouse, on va citer tous les buteurs, ça va être rigolo. Donc il y a eu Romiga qui a marqué 4 buts. Il y a Garcia qui en a marqué 2. Et Prosper Boteux Ranvière, c'est Ranvier, oui, moi. Bien à l'espagnol. c'est bien. Ranvière, là. Et Tufoni qui ont marqué 1 but chacune. Au classement, TFC est égalité avec Colomiers, avec 21 points. Mais Colomiers a un match de retard qui affrontera Canet. Pour leur prochain match, ils affronteront Jacou Clapier le dimanche 13 février 2022. C'est le bisutage ou c'est un vrai truc là Non, à 15h au stade Yves Mandler à Jacou du coup. Et sur le terrain numéro 4, droit. Allez, finir avec la R1, le carton du week-end. Eh bien écoutez, c'est le TFC qui a joué contre Ramonville. Ils se sont imposés 13-0. Je suis désolé, mais j'ai pas d'informations concernant les buteuses. Et il y en a beaucoup. Il y en a trop, ouais. Au classement, TFC est premier avec 30 points, donc avec un total avec 3 points d'avance plutôt sur son dauphin Montauban. Leur prochain match est contre Porté Carrefour Recebedou. Donc ça va être un match assez physique, si vous voyez ce que je veux dire. Le samedi 5 février à 20h au stade municipal à Porté. Merci Elliot. Il est pas mal le petit. Hein. Bah c'était pas mal. Alors t'en as pensé quoi? De tous les matchs.
Non, de Oui, c'est beaucoup ta plus. chronique. Non, sympa, c'est cool de remplacer Nathan. Il y avait même qui me supplée, et ça fait plaisir. Bah oui, Il reviendra pas en seconde semaine. Hein. Merci, ça fait plaisir. Le pauvre. Allez, messieurs, après tout ça, il va refiler dans sa cabine et on va nous enchaîner avec le retour entre Toulouse et Versailles. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Quel jingle bien lancé. Ouais, c'est vrai que t'es bon. Je fais du trafic de micro, tac, tac, tac. Vincent va récupérer dans le studio et nous, on va commencer cette petite, ce retour entre Toulouse et Versailles. Je pense qu'on va avoir pas mal de réactions de pas mal de gens. On appellera ensuite, bien sûr, Mickaël Michet pour avoir des petites infos, mais pas de suite. Auxence, tu nous as fait le petit retour. Tu y étais en plus au stadium. Exactement. Dis-nous tout ce qui s'est passé pour ceux qui ont pu louper tout ça. Et je regrette. Non, je plaisante, ça fait quand même du bien de venir voir le TEF. Après l'inversion du match, le TFC recevait le FC Versailles 78 au stadium, avec comme objectif la qualification en quart de finale de cette Coupe de France. Côté compo, on était sur une équipe largement remaniée avec beaucoup de remplaçants habituels et en l'absence de certains cadres comme Dessler et Spearings. Donc on avait Peterson au cage, Diarra Diakité, Costa Sana en défense, Vandenboomen, Genro, Mvoué au milieu et une attaque composée de Ratao, Ilé et Skita. La pépite. La pépite, exact. J'étais sûr. Enfin, un jingle, hein, quand même. Franchement, ouais, faudrait dire. À chaque fois que Skita intervient, faudrait dire. Et Nathan, la pépite. Merci. J'en demandais pas tant. Allez, j'enchaîne avec le film du match puisque T'enchaînes aussi bien que ce qui t'a, c'est bien. C'est facile. Hein. Attention physique, attention physique. Ouais. Attention au coup d'épaule. ce match il commence très fort avec une énorme occasion de Versailles dès la 4e minute puisque Ibaï rate un but tout fait. J'avoue que je comprends pas comment il fait pour la mettre à côté. Le tournant du match il arrive très très tôt puisque c'est déjà à la 20e minute. Mvoué ne maîtrise pas son tacle et prend un rouge logique sur une faute vraiment stupide et évitable. Le TEF va devoir jouer à 10. Sur le direct, j'ai gueulé en disant que l'arbitre était un con. J'ai revu le rendu, j'ai dit ah non, en fait c'est moi. Alors justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que pour vous le rouge est Oui, mérité ? oui, il mène un attentat. Oui, faute débile. Parce que j'ai vu des commentaires disant que le rouge était imaginaire. Hein, donc, Alors, l'arbitre est parti sur un rythme et met des cartons. Il y a un carton jaune quelques minutes avant pour un Versaillais, il y en a un pour un Toulousain, si je dis pas de bêtises, mais c'est pour le jaune. Il est sur une faute que tu peux ne pas mettre jaune. Il applique la règle. Voilà, tape tu le mets par jaune derrière, oui. basta, carton rouge. C'est ça. On savait qu'il était procédurier. Enfin, quand tu vois le carton jaune qu'il y a, tu fais attention. Non, mais c'est surtout que c'est une faute complètement stupide. Et... Totalement. En plein milieu, il n'y a aucune. Steven Moreira mais ça devant sa télé, je pense. Le tacle à 70 mètres de la cage, ça rappelle les souvenirs. Non, mais c'est une erreur de jeunesse, un peu trop d'engagement. Voilà, mais non, il y a carton jaune. Sur le direct, tu te dis en fait non, il y est, il y a rien à dire, c'est totalement stupide. Faut pas, soyons objectifs. C'est rouge, tant pis. C'est exactement la même situation que contre Dunkerque en fin de saison dernière. Ouais. Allez, je continue puisque côté toulousain, la révolte est timide. On gardera seulement en première période le coup franc direct de Vandenboomen qui frôle l'équerre. Mais sinon, mi-temps 0-0, mi-temps assez triste. Parfait, bonhomme. En plus, la buvette était fermée. Quoi. Ouais. Il n'y avait rien qu'à aller. Ouais. Non, c'était. Le plan de jeu versaillais était en place et nous, on avait une équipe timide, une équipe de N3++ quand même. Et puis voilà, cette première mi-temps, on n'a pas su mettre le rythme qu'il fallait, on a un peu trop regardé l'adversaire et on s'est fait un peu endormir aussi. Hein. Et je pense que le carton rouge nous fait du mal aussi. Ah, c'est sûr. Ouais. Puis Versailles fait vraiment du moins le match qu'il faut, mais la première mi-temps qu'il faut aussi. Je pense que le plan de jeu, c'est d'arriver à la mi-temps à 0-0. En plus de ça, ils sont en supériorité numérique. On nous fait douter, ils nous empêchent de jouer, et puis derrière, ils ont fait ce qu'il fallait. Et... Ouais. Voilà, on va écouter. Tout au sens. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé, je bordel ? continue avec la seconde mi-temps. Pas de surprise, le match reste très pauvre. Le TEF domine, mais reste très stérile. La punition, elle arrive finalement à la 78e minute, lorsque Capit Djoko vient couper un centre au premier poteau. Versailles prend l'avantage, finalement, assez logiquement. Pardon, je suis en train de ricaner une blague de Joko. gens. Il s'est mis au foot à part. Non, C'était logique. Hein. On le sentait arriver. Oui. Prendre un but d'un mec qui a pas le pass vaccinal, c'est quand même chiant. Ah non, c'est pas le même. Tu vas finir sur Eurosport avec des vannes pareilles. Hein. Il a fait 8 fois, le gars a joué un quart d'heure. Hein. Franchement. C'est vrai ? Ouais. Le FC relance, c'est pas que nous, c'est aussi, ils peuvent travailler au relance. Hein. Personnellement, je sais pas vous, mais dès le début de la contre-attaque, mais vraiment quand ils sont devant la surface, je me dis on le prend. Mais vraiment, voyais qu'on n'était pas en place, qu'il y avait pour la première fois, ils étaient en surnombre.
Parce que les autres contre qu'il y a eu, on arrive à être égalité numérique ou en supériorité. Là, celui-là, je crois qu'on est égalité où il y a un jour de Ils plus. n'avaient fait aucune pendant le match, donc au final, ils avaient été solides, mais ils étaient rarement projetés vers l'avant. Mais là, on sentait que c'était vraiment vers l'avant avec un joueur frais. Donc, voilà. Bon, on va peut-être tout le monde y tomber dessus et j'ai pas forcément envie de le faire, mais sur le coup, c'est un peu de sa faute, c'est Moussa Diarra. Ah ouais. J'ai revu le ralenti. Moussa Diarra, il est totalement à côté de la plaque. Il doit prendre son joueur, il le prend pas. Il y va sur le temps de passe, mais il est déjà à la bourre. Diakité, je crois que c'est lui qui est à côté et aussi à la ramasse. Ça va très vite. La transition est très belle. C'est une attaque rapide, digne de montrer dans toutes les écoles de football entre guillemets, avec du jeu en une touche de balle, du mouvement, du décalage, de la verticalité et voilà. Mais on appelle dans l'axe et puis voilà. La finition. Il faut le mettre aussi. Non, bien sûr. C'est Peterson en plus qui fait une superbe campagne de Coupe de France, qui a été solide pendant toute le match. Et puis derrière, non, il peut rien y faire. Donc ça veut dire que le but est vachement bien joué du côté de Versailles. Ouais. Non. Et puis bon, bah voilà, c'est. Ouais. Mais je pense que Moussa Diarra quand même un petit peu pour quelque chose. Mais bon, pas que, hein, mais une petite faute individuelle. Allez, je continue, mais le match il va réellement s'emballer, avec de gros guillemets dans les 10 dernières minutes. Toulouse va essayer de pousser en fin de match, mais les occasions manquent. Begraoui voit son tir contré et Van Den Boomen s'essaye à 2 fois sur les coups francs directs, cadrant ainsi la première frappe toulousaine du match à la 94e minute. Ça, c'est quand même assez parlant. Ouais, la stat est dure. Juste Begraoui, on lui crache souvent dessus de cette émission. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne entrée. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé son impact. Il allait chercher les ballons très bas en plus. Hein. C'est ça. Il les zonait beaucoup. Et puis, on discutait avec Oxens dans la voiture. Mais je disais, il a fait quand même. Je trouve qu'il s'est remué. Il est certes. Je le trouve peut-être techniquement, il peut être faible, mais il y a de l'envie. On sent que c'est un mec, il essaye d'avoir du mental, il essaye de faire tout ce qu'il peut. Et je pense que c'est vraiment ce but qui le bloque. Mais vraiment, l'entrée qu'il fait, ça fait du mouvement. Je trouve l'entrée bonne. Je suis d'accord. Oui, l'entrée est bonne. Après, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'après le but, ok, ça joue, tout ce que tu veux, il y a une réaction, mais c'était la guerre d'ego. C'est moi qui ai sauvé le club. Donc c'était 10 flèches qui allaient tout droit pour essayer de passer en force et de marquer son petit but pour être le héros de la nation. Ça jouait pas vraiment en équipe, je trouvais. Je continue puisque Versailles va finalement terminer à 10 avec le rouge de Vieira en fin de match. En défense, Peterson brille et évite le chaos avec 2 arrêts de grande classe. Mais rien n'y fait. Versailles crée la surprise et sort le TFC à la maison. Il va falloir se concentrer sur la Ligue 2 et la montée. Vous êtes surpris, les gars? Vous êtes vraiment surpris ou pas? Sûr. On est perdu ou qu'on est perdu? Moi, je vais juste vous donner. Avant le match, tu dis on va perdre. Oui, t'es surpris forcément. Non, mais juste une analyse. Parce que j'entends beaucoup de gens qui sont choqués parce qu'on perd face à une N2. Alors déjà, la N2, c'est quand même, c'est plus de 2 millions de budget. Je crois Versailles a confirmé avec, je sais plus si c'est Bergerac ou Versailles a confirmé avec Mickaël. Mais déjà, le fameux foot amateur des boulangers, c'est pas Versailles. Hein, on va pas se mentir, les mecs, c'est des semi-pro. Donc, on a joué une vraie équipe. Oui, il y a 3-4 divisions d'écart. Regardez la compo du tour d'avant. Le tour d'avant, on a aligné la même équipe en championnat. Celle-là, vous la voyez alignée samedi à 15h? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, il y a clairement un message d'entrée envoyé par Montagnier le club, c'est on fait tourner, Inch'Allah, ça passe pas, basta. Il est quand même censé avoir on va dire un effectif plus ambitieux. T'es une équipe de N3 t'affrontes le premier de N2. Non mais bien sûr, après, je suis d'accord avec toi, mais bon, on n'est pas qu'une équipe de N3, on a quand même beaucoup de titulaires qui jouent en Ligue 1. L'arrière-garde, on a Diakité, on a Diarra. Après, c'est juste que c'est des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que le niveau de N2 de Versailles est quand même supérieur au niveau de N3 de Toulouse. T'as 3 ou 4 joueurs qui ont joué ensemble cette année, qui ont commencé les titus. Diakité, Van Den Boomen, Genro, Ilé et Ratao. Et Diarra, c'est pas un titulaire, Sana, c'est pas un titulaire, Costa, c'est pas un titulaire, Mboué, c'est pas un titulaire, Skita, c'est pas un titulaire, Ratao, c'est moitié titulaire. Moi, quand j'ai vu la compo, j'ai dit oula, c'est pas pour nous, et on va la prendre. Et quand tu vas à la physionomie du match, après. C'est juste qu'il y a une équipe qui a joué en équipe à Versailles, où c'était très solide, où il y a eu un match de coupe du côté de Versailles. Nous, il n'y a pas eu de match de coupe. Nous, on a fait un match. Tu l'as dit, on a fait un match pour faire tourner. Eux, ils ont fait le match. Quand tu voyais l'implication, quand tu voyais comment ils montaient sur Van Den Boomen à 2 à chaque fois qu'il avait le ballon pour éviter que ça passe par lui, que ça construise, il y avait pour moi, ils ont fait le match parfait. Et c'était vraiment l'exemple type de l'équipe qui est venue faire le gros coup. Et puis, ils l'ont fait. En plus de ça, il y a le rouge qui a facilité leur match. Est-ce que tu trouves que Versailles, techniquement et tactiquement, était faible? Techniquement, on va dire, ils ne se sont pas forcément hyper projetés vers l'avant. Donc,
Mais par rapport à Nancy, je suis désolé contre les Nancéens et aussi il y en a qui nous écoutent. Par rapport au match de Nancy, c'est quasiment, je veux dire, même niveau, voire meilleur, parce que non mais tactiquement, c'était déjà mieux en place. Il y avait la gestion de la profondeur déjà était mieux serrée. À Nancy, t'avais aucune cohérence. Ils sont arrivés là, ils se sont dit bon écoute, on va tenter un truc. Là, à Versailles, c'était vraiment très cohérent dans le pressing, dans l'intensité. Ils se sont battus avec leurs armes. Oui, après c'est des. Ouais, enfin. Puis c'est comme les N2 qui sont premiers. J'ai pas envie de dire de conneries, mais il y a plus d'une dizaine de poules dans N2. Il y en a un qui monte. réduit maintenant. Il y a 4 poules. N2, c'est 4 poules. Mais il y a que le premier qui monte. Je suis pas sûr qu'il c'est 4 poules, les 4 premiers montent. Et après, c'est à régional. C'est une région, une poule pour la N3. Et sauf que c'est ultra serré. Puis il y a Henri qui disait un truc. Il y a Henri qui disait un truc intéressant, c'est aussi une N2 d'Île-de-France. Oui. Et c'est pas le même niveau qu'une N3 d'Occitanie qui n'est pas réputée pour des anciens quand même joueurs. On regardait avec Oxas tout à l'heure le latéral gauche qui a été formé au PSG, il me semble. Il y a quand même un vivier de joueurs très de bonne qualité, quoi. Non, je voulais rien dire, c'est bon. Ah, ok, vas-y, sinon tu peux appeler Mickaël si c'était la question. Pardon. J'ai des réactions sur les réseaux sociaux. Tout. Sur Twitter, on avait Craquigno qui avait un petit fait intéressant, c'est on passe surtout à côté du gros pactole, puisque la plus-value pour une place en demi, mais en finale est non négligeable. Gros pactole, non. 500 000 €, voire 1,5 million sur le dernier mercato, c'est un ou deux joueurs aussi. C'est un argument, je dis pas que on passe à côté. Oui, c'est comme moi, je passe à côté d'être milliardaire parce que j'ai pas joué au loto cet après-midi. Mais effectivement, oui. C'est vrai que j'ai pas joué. Moi, j'ai juste un petit regret, c'est quand tu vois le tableau final, quoi. C'est l'argument aussi sur Twitter de Seigneur Tolosa. Tolosa. Le mec des si refait le monde, putain. Mais non, mais je veux dire, t'as le PSG qui se fait sauter. Tu vois, la dernière fois, les gars, j'ai insisté en disant putain, cette Coupe de France, il faut qu'on la joue. Il n'y a pas un mec qui était d'accord avec moi. Et là, maintenant qu'on est éliminé, tout le monde pleurniche, bordel. Moi, je comprends pas. Moi, j'étais pour la jouer avec les joueurs. Là, à partir du moment où tu mets cette compo-là, on peut. Oui, tu la joues pas. Donc, à partir de là, c'est clair, tu peux rien espérer à part la magie de la Coupe et nous faire l'exploit avec une N3 Occitanie de battre une N2 Île-de-France. T'as d'autres réactions à ce sujet-là? Pareil pour Anaïs, Versailles a fait le match qu'il fallait, rien à dire. Pour Henri, on a été trop attentistes. Il y a Fred qui irait bien chercher du côté de la data mercato hiver la charnière de Versailles, le numéro 6, qu'il a bien aimé. On a une petite vanne d'Amaury qui est quand même toujours bien placée. Je sais bien que c'est pas Versailles ici, mais vous voyez, c'est pas une lumière. voilà. Surtout, n'hésite pas à venir parce que le niveau, il est pas. On va accueillir Mickaël qui est avec nous. Comment ça va, Mickaël? Ça va très bien, bonsoir à tous. Bonsoir à toi et merci d'être avec nous pour ce petit retour. Déjà, on va la jouer sport, mais félicitations, tout simplement, bravo. Pour le prono, pas pour la qualif. Pour un peu des deux, non, merci. Merci de l'invitation, c'est avec grand plaisir. Du coup, nous, on était un peu critiques envers nos joueurs, même si ce qu'on disait, c'est que la compo qui a été mise par le coach montrait qu'on n'avait pas forcément envie non plus de faire quelque chose. Mais on a quand même mis en lumière le plan de Versailles qui a été bon, qui a été fait de gérer Van den Boomen, ce qui a bien été fait, d'aller vite vers l'avant, ce qui a été fait, de gagner 1-0. Est-ce que c'était vraiment ça le plan ou pas? Le plan, forcément, il était aussi le coach avait identifié les garçons qui étaient très importants et c'était pas un secret de savoir que Van den Boomen en faisait partie. Donc c'était les garçons absolument annihilés dans l'équipe de Toulouse. Après, l'objectif, c'était de faire ce qu'on sait faire, en fait, d'être dans la continuité de ce que je vous avais dit d'ailleurs dans l'émission, c'est-à-dire qu'on est une équipe qui est très cohérente dans son contenu, qui est très bien dans ses concepts défensifs, et on l'a montré, notamment sur l'entame de match où les garçons, j'étais avec eux depuis jeudi matin, et ils ont bien préparé le match au niveau de l'aspect mental. C'est ce qui fait la force de notre groupe aussi. Je voulais pas trop en parler avant le match parce que c'est toujours un peu délicat, mais la force de ce groupe, la force de ces garçons, c'est que vraiment ce sont des bons mecs qui vivent bien ensemble, comme je vous l'avais dit, et surtout qui sont capables de se mettre au niveau des événements qui arrivent. C'est-à-dire que de jeudi à samedi, ils étaient à la fois très conscients de la difficulté de la tâche, de se déplacer chez le leader de Ligue 2, mais en même temps très sûrs d'eux et de leur force, de savoir qu'il y avait une possibilité vraiment de faire quelque chose, de regarder cette équipe les yeux dans les yeux, avec beaucoup d'humilité, et de se dire que en faisant ce qu'on savait faire, on était capable de rivaliser sur 90 minutes avec cette équipe-là. Et paradoxalement, sur le match, en tout cas sur la première mi-temps, les garçons, moi je les ai trouvés beaucoup plus à l'aise à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10, parce qu'en fait, quand il y a eu le carton rouge, jusqu'à la fin de la première mi-temps, on les a sentis un petit peu inhibés parce que le plan de jeu de départ fonctionnait plutôt bien, et en fait en étant à 11 contre 10,
l'équipe était un petit peu dans l'ambiguïté de savoir s'il fallait poursuivre ce qui avait plutôt bien fonctionné sur le début de match, puisqu'on n'avait pas concédé d'occasion, et le fait de peut-être d'aller jouer un petit peu plus haut parce qu'on était en supériorité numérique. Et paradoxalement, la supériorité, en tout cas sur la fin de première mi-temps, a amené l'équipe à avoir un peu plus de d'échecs sur le début de match. Et je pense que la causerie du coach à la mi-temps a été très bonne. J'étais pas dans le vestiaire, mais en tout cas l'entame de deuxième mi-temps de nos joueurs a été très différente de la fin de la première mi-temps, et effectivement là on a pu profiter un peu plus de notre avantage numérique sur le terrain. Ouais, bah c'est sûr que ce carton rouge de notre côté c'est un peu le tournant du match. On ne se cachera pas derrière ça non plus, hein, mais ça je trouve reste. qu'on a mieux joué à 10. Hein. Il y a eu un petit mieux aussi quand on est passé à 10. Il y a eu une espèce de rééquilibrage où tout le monde s'est un petit peu serré les coudes pour boucher les trous. Et je trouve qu'il y avait déjà du mieux sur la fin de première mi-temps à ce niveau-là. La préparation à Clairefontaine a fait du bien aussi, du coup. Elle a fait du bien, elle a été régénératrice, c'est sûr. Ça a permis aux garçons de se préparer dans des conditions optimales, que ce soit en termes d'organisation ou en termes d'infrastructure aussi. La qualité de terrain, j'ai pas besoin de vous la décrire, à Clairefontaine. Donc voilà, c'est vrai que ce petit aspect-là, au niveau mental, au niveau de l'équilibre et de la cohésion du groupe, ça a été bien aussi. On était au château de l'équipe de France, donc les garçons ils sont aussi conscients, même si on a un effectif assez jeune, mais que c'est un gros symbole. Il y a beaucoup de passages à Clairefontaine, mais il y en a très rarement dans le château de l'équipe de France, et là c'était le cas. Donc mentalement ça a aussi permis de booster gagner 1 ou 2% de confiance et de motivation en plus. Donc oui, c'est vrai que ça a été des conditions optimales et idéales pour préparer cette rencontre-là. Ouais, c'est top. Enfin, nous, on a vu ça sur les réseaux. C'est vrai que c'est sympa. Du coup, quart de finale, tirage Bergerac, un autre club de N2. Bon, même question que je t'avais posée par rapport à Toulouse, mais pas trop dégoûté de pas choper une Ligue 1. Alors pour le coup, j'avais été comme je l'avais dit, on n'était pas déçu de tomber Toulouse. Là, effectivement, il y a un peu de frustration quand même parce que. Sincèrement, moi personnellement je considère que c'est le pire tirage qu'on pouvait avoir, surtout en se déplaçant chez eux, même si le match n'aura pas lieu sur leur pelouse de match habituel, mais c'est autant pour nous que pour eux en fait. Bergerac, oui, bien sûr. Je connais très bien le président et le directeur général, c'est un club que j'apprécie, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'on va jusqu'en quart de finale et on joue contre un club de National 2. Donc après voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu aussi avec les joueurs hier, il y a ce double sentiment de se dire effectivement, pour l'équipe qui va être éliminée, je pense que ça aurait été un tirage catastrophique d'être allé jusqu'en quart de finale et de se faire sortir par un club de National 2. Maintenant, celui qui va passer, c'est une demi. De se dire, il y a une demi au bout, et j'en discutais avec quelques joueurs hier soir, comme on a regardé le tirage ensemble. Je leur disais, l'année prochaine, si quand on rentre dans la compétition sur les premiers tours là, qui sont super compliqués à jouer, si on nous dit, vous inquiétez pas, vous allez faire quart de finale contre un club de N2, on signerait tout l'année prochaine. Donc voilà, donc le paradoxe est un peu là. Maintenant, voilà, il y a une demi-finale au bout. Peu importe l'adversaire qu'il y aurait eu, de toute façon, quand on est en quart de finale, on a envie on pense forcément au Stade de France, donc on a envie de franchir les étapes, même si on sait qu'il faut les faire une à une. Voilà, ce sera un match face à une équipe qui sportivement est celle qui se rapproche le plus de nous. Voilà, l'objectif, comme quand on s'est déplacé à Toulouse, ce sera de se qualifier et d'aller chercher cette demi-finale de Coupe de France. Ok. On a Fred sur le Facebook Live qui aimerait bien le nom du numéro 6 de Versailles qui est au milieu, qu'il a trouvé particulièrement bon. Alors je vous cache pas que j'ai pas la feuille de match sous les yeux, donc je me souviens pas qui était le numéro 6. Donc au milieu de terrain on avait Melvin Diarra qui jouait juste devant la défense. Donc c'est peut-être lui, même si normalement il jouait avec le 7 en championnat, donc je pense qu'il avait le 7 là. Auxence il l'a. Il l'a trouvé. Diarra Souba. D'accord, Inza qui jouait plus haut. Inza, c'est un garçon qui nous a rejoint l'été dernier. C'est un garçon de la région parisienne qui a fait son retour. Il était en national l'an dernier à Bastia-Borgo, avec le latéral gauche aussi, Macan Traoré. C'est un garçon avec beaucoup de volume. Il a énormément couru sur le match de Toulouse. Et puis c'est un garçon qui a un super état d'esprit aussi et qui est très bon depuis le début de la saison. Et effectivement, il a été important dans l'équilibre de l'équipe ce week-end avec beaucoup d'activités. C'était le garçon qui était le plus proche de Van Den Boomen sur le match, qui était dans sa zone. Et effectivement, son activité, sa présence athlétique aussi, puisque c'est un garçon qui a de la taille comme Van Den Boomen, ça a permis aussi je pense, pas de l'annihiler complètement, parce que ça reste un joueur d'énorme qualité, mais en tout cas de réduire un petit peu l'influence de ce milieu-là dans le jeu de Toulouse.
J'avais une question aussi par rapport à toute l'attention médiatique qu'il y a eu autour de ce match. Il y a déjà eu un gros coup de projecteur qui a été mis sur Versailles avec le fait de jouer une équipe professionnelle une fois de plus. Là, il y a un tour supplémentaire. Est-ce qu'il y a encore il y a eu beaucoup de sollicitations médiatiques suite à ça? C'est pas trop compliqué à gérer pour garder les pieds sur terre des joueurs? Ouais, il y a eu énormément de journées, énormément de sollicitations médiatiques, notamment hier avec le tirage au sort. Moi hier, pour être simple, en termes de communication, ça a été ma journée la plus chargée depuis que je suis arrivé au club fin novembre. Donc voilà, ça a été énorme. Maintenant, on a fait le choix, nous, sur la fin de semaine, là, à partir de mercredi, de couper complètement les liens avec les médias, en tout cas en ce qui concerne la Coupe de France. On a eu quelques sollicitations là sur la fin de semaine, mais on veut absolument recentrer tout le monde sur le match de championnat très important qui nous attend samedi contre la réserve de Guingamp. Donc voilà, on fera un Media Day début de semaine prochaine qui sera sur la Coupe de France, mais là à partir de demain jusqu'à samedi, le match est à 15h, donc jusqu'à samedi 17h, 17h30, jusqu'au coup de sifflet final. Les seuls médias qu'on verra sur cette fin de semaine, ce seront uniquement ceux qui nous parleront du match de championnat. On veut refermer un petit peu cette bulle Coupe de France pour que les garçons, pour les aider en tout cas, parce que on n'est pas trop inquiet, c'est un groupe qui est lucide, mais en tout cas pour les aider à se recentrer sur le match de championnat de ce week-end qui est aussi très très important. Petite question, on a vu hier qu'avec le PSG, le tirage c'est quand même vachement ouvert. La Coupe de France est encore plus ouverte que les années précédentes. Est-ce que vous avez en tête, dans un petit coin de votre tête, une petite idée pour croire en la victoire finale? Pas de petite idée. Encore une fois, il y a beaucoup d'humilité dans le projet du club, dans ce qu'on est en train de faire. Mais après, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. On est compétiteur, donc on respecte tout le monde. Mais à un moment donné, quand vous arrivez aussi près du but final, on va pas dire qu'on a envie de gagner la Coupe de France. Mais par contre, effectivement, on y croit et on a envie d'aller se qualifier à Bergerac. Et comme en demi-finale, si on joue Nice, Marseille, Monaco, Bastia, j'oublie qui, Nantes et Amiens, peu importe l'adversaire, on jouera cet adversaire-là. Si on a le bonheur de se qualifier contre Bergerac, on le jouera aussi pour se qualifier. Donc non, c'est l'ambition du compétiteur en fait, tout simplement. On a, encore une fois, je me répète, beaucoup d'humilité. On respecte énormément les équipes qui restent dans ces quarts de finale. Mais c'est Bergerac, ça aurait été Paris, ça aurait été Marseille, ça aurait été Nantes. Ça aurait été exactement le même discours. On veut se donner tous les moyens de performer et d'être en mesure d'aller chercher une qualification pour la demi-finale. Après, le foot est ce qu'il est. Peut-être qu'on perdra 5-0, peut-être qu'on perdra 1-0, mais en tout cas, l'objectif, l'ambition des garçons et du groupe et du club, c'est de se qualifier et d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a une question d'Amaury sur le Facebook Live qui te concerne directement. C'est comment un responsable de la communication peut mobiliser notre club parisien que le PSG et les supporters régionaux pour les soutenir dans cette épopée en Coupe de France? Un petit peu comme on l'a fait hier soir, puisqu'on a vu que le Paris Saint-Germain effectivement a été éliminé. Ça a été une surprise en grande partie pour nous, mais on a mis un petit message gentiment sur Twitter qui a bien pris, parce qu'effectivement à l'heure actuelle, du coup on est le dernier représentant de la région Île-de-France. On se retrouve, nous, petit club de National 2, à faire un meilleur parcours que le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Donc voilà, on a mis un petit message gentillet qui était pas, j'ai vu un petit peu que ça avait été repris en disant que c'était un peu du chambrage. C'était pas spécialement du chambrage au niveau du PSG. Au contraire, c'était un petit clin d'œil de dire, voilà, maintenant on est le seul club de la région Île-de-France à représenter justement toute cette région. Donc et d'ailleurs ça a été pris comme ça, puisqu'on a eu beaucoup de messages de supporters du Paris Saint-Germain qui nous ont dit qu'effectivement ils étaient derrière nous. Donc voilà, c'était un clin d'œil et on essaye gentiment de jouer l'affect régional pour avoir le plus de gens possible derrière nous. Ça fait partie du jeu forcément, et on est content d'avoir ce soutien-là d'autres personnes. On a eu d'autres, sans parler aussi du PSG, on a eu aussi des messages du club de Poissy, qui est notre voisin dans le 78, qui est un club contre qui on joue dans très peu de temps, dans 10 jours, dans 15 jours, et on a eu des messages de supporters de Poissy qui nous ont dit aussi, voilà, on supporte Poissy, mais sur la Coupe de France, vous représentez le 78, les Yvelines, vous représentez l'Île-de-France, donc on sera derrière vous, donc ça fait plaisir. Ah, c'est chouette. On essaye, c'est sympa, c'est bon enfant, et voilà, on essaye. C'est l'esprit de la Coupe aussi. C'est ça, ça mobilise souvent des clubs et des villes, mais ça mobilise en général la coupe aussi des régions. Ça a été le cas un petit peu pour Bergerac aussi de leur côté, donc c'est un peu tout ça qui s'affronte. Tant que ça reste gentillet et bon enfant, nous on est preneurs, donc voilà.
tous ceux qui veulent venir nous encourager avec le plus grand des plaisirs. Vous avez un message aussi de Donnarumma pour dire attention Panenka ou pas? Non, même pas. On n'a pas eu ça. Du coup, j'ai une petite question perso, vu que j'aimerais bien me barrer de la radio et être millionnaire. T'es bon en pronostic? Tu dis quoi toi pour TFC Dijon ce week-end? Ouais, j'ai eu de la réussite peut-être, on va dire, la réussite du débutant. Non, pourtant c'est pas quelque chose dans lequel je suis très doué en général, mais. Te sous-estime pas. Non, bon après j'ai quelques amis. Faites attention à ce que je dis, mais sincèrement je suis pas spécialement inquiet pour Toulouse, même si la période est un petit peu plus délicate ces derniers temps. Pas tant que ça. Mais, pas tant que ça. Mais franchement, je vois pas Toulouse ne pas réagir très vite par rapport à ce match-là et je vois l'équipe l'emporter contre Dijon sur le prochain match de championnat. Donc pour aller plus loin, pour vous donner un pronostic, on verra si je suis très bon. Je vais dire une victoire de Toulouse 2-0. Ok, le PEL est placé, c'est parfait. Avec le code Mika de Versailles, vous avez 10 € de remboursé sur votre pronostic, n'hésitez pas. Si c'est ça, on va t'appeler tous les week-ends. Fais gaffe. Hein. Bon, si c'est ça, attention quand même. Ouais. Bon, en tout cas, on tenait à te féliciter en direct. Bravo à toi, enfin toi, aux garçons, surtout au club. Bravo pour cette aventure. C'est aussi, même si on est les perdants de ce tour-là, c'est pour ça aussi qu'on aime cette Coupe de France, mine de rien. C'est pour ce genre d'exploit. Nous, on a quand même l'habitude de se faire souiller par des clubs amateurs, donc ça nous pose plus de problème au bout d'un moment. Mais bravo à vous, vous avez fait un bon match, le match qu'il fallait. Et moi, j'espère que vous avez passé contre Bergerac, vous allez pouvoir vivre peut-être une expérience sur un autre club de Ligue 1, parce que Bergerac a eu droit à sa Ligue 1. Exactement, ils en ont eu deux même, puisqu'ils avaient sorti Metz aussi. C'est pour ça. Deux tours avant. C'est pour ça. Metz et Saint-Etienne. Donc faut vous laisser croquer un petit peu aussi à vous. On espère, c'est le but en tout cas. Non, merci beaucoup en tout cas. Et je tenais aussi à faire une toute petite remarque, puisqu'on l'a fait aussi sur les réseaux sociaux, à remercier le Toulouse FC de son comportement sur l'ensemble de la rencontre, avant, pendant et après. On l'a mis sur nos réseaux, mais c'est vraiment vrai. Ils ont été vraiment top en termes de réactivité. Quand on a eu quelques petites demandes par rapport au déplacement, ils ont toujours fait le nécessaire pour ajuster. C'est plus facile de le faire avant qu'après, quand on est éliminé par un club amateur. Et même après, ils ont été très gentlemen, très classe. Le coach notamment aussi, qui a attendu alors qu'on a fêté pas mal de temps sur le terrain la victoire, mais le coach Philippe Montagnier qui est resté en haut des escaliers pour saluer tous nos joueurs quand ils sont rentrés au vestiaire. Donc c'est à l'image du comportement de Toulouse sur cette rencontre-là. Donc ça a été très classe de leur part et je tenais à le souligner. C'est gentil, ça fait plaisir, ça ne nous étonne pas trop non plus, mais c'est bien de le remarquer et de le redire en tout cas. Donc merci à toi pour tout ça. On te souhaite une très belle saison, la montée en nationale et pourquoi pas le plus loin possible en coupe. On va pas dire où, mais le plus loin possible. Merci beaucoup, bonne fin d'émission. Ciao, bye. Peut-être à bientôt. Bye. Allez messieurs, on va passer à la preview entre Toulouse et Dijon. Alors messieurs, pas de Dijonnais ce soir. Mais match samedi 15h, du coup c'est pas du tout le même match qu'à l'aller. On retrouve une équipe de Dijon qui est 9e avec 29 points à 8 points du premier barragiste, donc quand même assez loin. Mais quand on voit le début de saison un peu cata qu'ils ont fait, c'est une belle remontée. Donc ils ont encore peut-être un petit espoir d'accrocher les barrages. Le fait intéressant, c'est qu'ils sont surtout sur une série de 3 victoires, 1 nul, 1 défaite sur leurs 5 derniers matchs, ce qui les place à l'équipe, la seconde meilleure équipe sur les 5 derniers matchs. Avec le TEF qui est lui sur une dynamique aussi intéressante avec 9 points et 3 nuls, 2 victoires, et nous on est 5e. Donc on n'est pas forcément, on a 1.2, donc on n'est pas forcément non plus très loin. Mais c'est surtout que c'est le retour de Pat, de Patrice Garande au stadium, qui je pense va vouloir faire un coup. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, pour ce match de samedi ? Alors c'est le match qui tombe peut-être le moins bien, on va dire, après cette élimination. Étant donné que Dijon, ça revient très bien, il y a un retour de Garande. Il y a plein d'éléments qui font penser que ça peut être le match un peu piège. Mais, comme le disait Michael tout à l'heure, en fait, je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir de réaction dans cette équipe-là. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand je vois l'équipe qui arrive, mais j'ai confiance aussi en l'équipe qu'on a vue quand même depuis le début de la saison, qui a fait preuve de beaucoup de caractère. À des moments où il y avait des doutes. On en claquait 6 à Auxerre. À des moments où il y avait des doutes, on en mettait 4 à Sochaux. Est-ce que Dijon te fait peur ? Le Dijon actuel me fait peur, oui. Effectivement, c'est une équipe qui revient quand même depuis quelques temps sur le devant de la scène avec des bons résultats. Il y a l'air d'avoir, après un début de saison compliqué,
une osmose qui est en train de se passer, peut-être un projet qui reprend vie pour, je sais pas, pourquoi pas accrocher des barrages. Donc oui, c'est une équipe que je crains. Mais voilà, on l'avait vu à l'aller, on avait quand même gagné 4-2. On a quand même un effectif, je pense, qui est meilleur que celui de Dijon. C'est une équipe un peu vieillissante aussi. Donc j'ai quand même beaucoup d'espoir pour une réaction du TF ce week-end. Pour compléter tes propos, Nathan, Dijon, c'est 9e de Ligue 2 après 22 matchs joués avec 29 points. Il écoute quand on parle ou pas? Qui ça? Noxens. Je sais pas. C'est le début de la chronique. Il joue encore Baptiste René? Et Slity et Tavares sont toujours là? Du coup, on va faire la preview TFC Dijon. Allez, Je suis dans quelle équipe? Accroche. Mais regarde, il révise son bac, il est tout fatigué, le pauvre. Non, c'est bon. Retour des supporters, messieurs, à défaut d'avoir le retour d'Ever Machado. Votre. Il a signé? Je vais arrière gauche. Votre prono pour ce match, Elliot, quel est ton pronostic? Je verrais bien une victoire du TFC comme Michael 2-0. Ouais. Et pour les buteurs, à faire plaisir à Auxence, mais Ratao. Et, c'est pas rancunier, toi. Et qui après? Ratao et qui? Il est. Nathan. 4-1. Doublé d'Illet. J'ai l'impression. Il est pas suspendu? Et il est suspendu? Je crois, ouais. Non, doublé d'un attaquant. Allez, doublé de Ratao. Du public, il marque pas ce soir. Doublé de Ratao. Van Den Boomen. Et Begraoui. Ça va bien passer, hein? Allez, je le prends. Vincent. Begraoui, c'est vraiment le nouveau frappe de 30 mètres de William Bunker. Ouais. Je vais mettre 4-0 avec doublé d'Ado. Ouais. But de un milieu random, allez, un néerlandais. Et bon, allez, on va dire Van Den Boomen. Auxence. Et 4-0, salaud. Pardon. Et Begraoui, pardon, 4e buteur. Auxence. Bon, du coup, pour ce match Auxerre-Guingamp, non, je plaisante. Je vais dire 2-0. Je vais remettre Ratao, comme l'a dit Elliot. Je vais écouter le prono de Michael aussi. Ratao et Dessler. Allez, messieurs, voilà pour les pronos. Il est suspendu. Hein. Il est suspendu, ouais. On passe au débat. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors, on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Auxence, quel est le titre du débat? L'avenir de Philippe Montagnier, vraie problématique ou faux débat? C'est bon, on a récupéré la pépite. Messieurs, pourquoi on fait ce débat? Pourquoi on s'intéresse à tout ça? Beaucoup de haters sur les réseaux. On voit beaucoup de gens qui veulent dégager Montagnier, beaucoup de gens de supporters ou supporters lambda, je ne sais pas, qui ont même dit que s'il perdait face à Dijon, c'était le moment de partir, qu'il faut faire venir Batles. Oui, Auxence. Alors, juste pour te reprendre, beaucoup de gens, je dirais peut-être pas jusqu'à là. Je dirais que c'est. J'en vois beaucoup trop, moi, en tout cas. Un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. Allez, un mouvement qui prend de beaucoup plus d'ampleur. On va peser nos mots. Tu as raison. Les mots sont très importants, Auxence. Et les mots vont être très importants. T'es chargé de com pour quel ministre ou pour quelle politique là? Pour moi, non, mais c'est déjà pas mal. Ce que je veux dire, Non, mais il a raison. Les mots, ça reste minoritaire pour le moment. Les mots sont importants. Minoritaire, il y en a beaucoup trop à mon goût déjà. Ça monte de petit, ouais, c'est ça. Pour info, l'année dernière, les Stacks, à la fin de la 23e journée, ils avaient 47 points, 14 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites. Nous, on a 11 victoires, 9 matchs nuls. Pour moi, on n'est pas à la rue. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Attends, t'as l'air sceptique. Ah non, on n'est absolument pas à la rue. Je veux dire, on est premier. C'est peut-être normal, ça. Hein. Moi, c'est pas le fait d'être premier, c'est de voir derrière que ça revient vite. Voilà. À la même époque, 3, on a le TEF à 45 points et Clermont à 43 points. Donc, ils sont pas à l'abri non plus. On est d'accord. Ils finissent la saison avec plus de 70 points, je sais plus exactement, et c'est nous qui nous effondrons. On est quand même la meilleure attaque. 3 buts de moyenne, enfin, je mets même un peu plus que 3 buts de moyenne, j'ai pris les stats, je vous les donné. On a notre meilleur passeur. Et on a pas mal de stats qui parlent pour nous. Alors là, je vais m'adresser un petit peu aux gens qui suivent un peu le football. Mais quand même, messieurs, on a
45% de précision de tir déjà. D'accord, ce sont des vrais stats. Il y a le papier, j'ai mis des fluos, j'ai bossé. Je vais prendre la caméra, de faire un zoom mais sur le truc. Tes sources. Non, je crois que c'est Foot Mercato. Alors, pourtant, je suis pas fan de Foot Mercato, mais là, pour le coup, ils ont fait un super truc. Moi, la stat qui m'intéresse, c'est le pass réussi dans le camp adverse. On a 4562, la moyenne est à 3202. C'est-à-dire qu'on est une équipe qui joue dans le camp adverse. Et la précision des passes dans le camp adverse est de 75%. On a 3 passes sur 4 dans le camp adverse qui sont bonnes. D'accord ? En termes de passes réussies, on a 9291 sur 11204 passes. Et vous enlevez le nombre de passes adverses, le reste, c'est-à-dire que c'est dans notre camp. Donc c'est qu'on a le ballon, et en plus, on sait quoi en faire. Et ça se... Puis on s'est marqué aussi. Ouais, et ça se concrétise aussi sur des stades de tir. En tir, les gars, on a fait 251 tirs, 113 cadrés, 45% de précision de tir. Donc on est une équipe qui se crée des occasions. On est une équipe qui joue chez l'adversaire et qui en plus a un taux de réussite intéressant. Donc tous les mecs déjà qui me disent qu'ils ne voient pas de fond de jeu, de style de jeu de Montagnier, je vous invite à aller voir ces stats et à les analyser. Parce que l'année dernière, je ne suis pas sûr qu'on ait ça. Là où ça va poser problème, là où on va avoir un bémol, et c'est là où dans les stats, parce qu'on est très data maintenant, tout le Football Club, donc je m'y suis mis aussi, c'est sur nos duels. C'est vrai que nos duels, on est un petit peu moindre. On a des duels gagnés aériens qui sont à 415, la moyenne est à 364, donc là on est bien. Par contre au sol, on est à 760, la moyenne est à 829. Là on pêche un petit peu. Taux de tacle réussi, on n'est qu'à 53%, la moyenne est à 58,4%. 225 interceptions contre 244 en moyenne, donc encore un petit peu en dessous. D'accord ? Pourtant, en récupération de ballon, on a 1426 sur une moyenne de 1369. Donc, on a une équipe qui subit, mais qui se crée énormément d'occasions et qui marque beaucoup de buts et qui en prend pas forcément parce que notre défense, elle n'est pas si dégueu que ça et on a un gardien qui a concédé que 19 buts alors que la moyenne est à 23,95. Donc, messieurs, ma question, elle va être simple. Est-ce que pour vous, on est dans les temps ou on est dans le dur? Est-ce que toutes ces critiques envers le style de jeu, envers Philippe Montagnier, sont cohérentes pour vous ou pas? Personnellement, moi j'en ai marre, il faut arrêter. Ça parle d'eux-mêmes, c'est des stats, on peut pas faire mieux. C'est compliqué de donner du relief aux stats parce que tu peux dire prouver par A plus B que mathématiquement on fait du beau jeu et tu peux quand même te faire chier je schématise, hein, je grossis. Bien sûr. Tu peux quand même te faire chier sur le terrain, ça fait pas tout. Après de là à tout jeter, effectivement, c'est sûr que quand tu as autant de stats qui sont à ta faveur, déjà ça prouve qu'il y a aussi un travail de fond qui est fait et que le travail de fond on le voit pas directement. Il faut aussi rappeler qu'il est arrivé qu'en juillet. Et ça fait 6 mois qu'il est là. Voilà. Donc je pense que je fais pas un bilan avant un an quoi. T'es 17ème, ok. Mais projet de jeu, c'est 2 ans minimum pour le monter. D'où tu fais un débat de savoir si l'entraîneur est à la hauteur quand t'es premier de ton championnat. C'est aberrant, je trouve. On a été patient, on a attendu 6 ans avant que Sadran y vire 3 entraîneurs consécutivement. Là, putain, mais laissons-lui le temps. Ça fait 6 mois qu'il est là. Comme tu l'as dit, on est la meilleure attaque. On produit du jeu. Personnellement, je trouve que dans le jeu, c'est même mieux et meilleur que l'an dernier. Il faut savoir aussi qu'il s'appuie sur un effectif qui est moins fourni, du moins en profondeur de banc. L'an dernier, Garand avait quand même... T'avais un Adli sous la main, un Koné, t'avais un Bayo si tu voulais faire tourner. C'est vrai qu'on a un petit peu moins de profondeur de banc cette année. Et je vais reprendre aussi ce qu'avait dit Van Den Boomen en début de saison, qui disait qu'avec Montagnier, ça jouait plus au football. C'est-à-dire qu'il avait été replacé, il y avait plus cet aspect de jeu, de tactique, qui retrouvait plus chez Montagnier que chez Garand. Et moi, je trouve qu'il y a plus un esprit d'équipe dans l'équipe de Montagnier qu'un esprit où c'était plus individualiste à l'époque de Garand, où on s'attendait, on était beaucoup plus sur les individualités avec un jeu à la fin qui était trop prévisible. Je suis d'accord avec toi, tu regardes juste les buteurs. Il est meilleur buteur, mais on a 4 ou 5 mecs à plus de 6 buts. Donc ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Auxence. Mais au-delà, moi, des critiques pour changer d'entraîneur, ça, je veux bien à la limite, mais moi, la vraie question que je me pose, c'est quelle est la raison pour justifier le licenciement de Montagnier? Quelle est la raison qui peut pousser à virer un coach qui est à 12 victoires, 9 matchs nuls et 2 défaites? Et qui est premier de son championnat en plus? Aucune. Mais ça, c'est parce que il y a la culture de l'instant, les gars. Et dans la culture de l'instant, il y a un Batles
qui est pas là. Il y a un article qui sort comme quoi, comme lui le voulait. Oh là là, Batles, il a fait monter 3. On perd face à Versailles. Oh là là, mon Dieu, une équipe de boulanger. Non, c'est pas une équipe de boulanger. Il faut faire venir Batles. On est dans un monde. Ça marche aussi avec le PSG, les gars. La comparaison, Pochettino gagne pas un match. Messi, en fait, c'est qu'une merde, machin. Enfin, on se prend pour des divas. Moi, ce qui m'emmerde là, c'est qu'on se prend pour des divas. Alors, pas tout le monde, hein, mais il y a des mecs, ils ont oublié d'où on vient quand même depuis 2 ans. Et le projet qu'on est en train de monter. Tout le monde là est en train de râler parce qu'on n'a pas reçu un latéral gauche. On a Silla, on a Diarra, ça vous plaît pas? C'est vrai, c'est sûr, on peut faire mieux. Mais pour finir la saison, c'est ce qu'on va avoir. On a Philippe Montagnier qui impose un 4-3-3, qui peut faire jouer en 3-4-3, qui a fait jouer en 3-5-2. Il y en a qui lui reprochent d'être trop ancré dans son 4-3-3, mais je pense qu'il fait par rapport aux joueurs qu'il a de disponibles aussi. Enfin, je sais pas, vous trouvez qu'il y a, enfin moi je trouve qu'il y a quand même certaines tactiquement, déjà quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon, on n'est pas dans le même schéma tactique. Déjà, on passe en 4-4-2 quand on a le ballon, on passe pas en 4-3-3. Donc déjà essayez de regarder, essayez d'analyser, enfin la culture foot quoi. C'est surtout qu'il y a plusieurs changements tactiques par rapport à l'année dernière avec Patrice Garande où on était cantonné au 3-5-2 en permanence quoi qu'il arrive. Oui. Donc il y a pas une réaction sur les réseaux. Vas-y, je vais me faire sûrement lyncher. Non, il y en a beaucoup qui sont pas forcément d'accord sur les stats. On a aussi, sur les stats, c'est pas. Pas dans ce sens-là, pas d'accord sur ce que veulent dire des stats et comment les mettre en application. Il y a Fred par exemple qui est aussi factuel sur on a eu jusqu'à 6 points d'avance sur le second, et là on est limite 3e. Rémi qui change d'entraîneur, c'est n'importe quoi. Par contre, il met des doutes sur monter en Ligue 1, pourquoi pas? Est-ce qu'on a progressé par rapport à l'an dernier? Pour lui, la réponse est non. Pour lui, le niveau de l'effectif a blessé par rapport à celui de l'an dernier. Alors, juste une chose, tout le monde a commencé à chier sur Montagnier à l'époque où il y a Ajaccio à 2 matchs de retard et qu'on est 2e. On gagne, on passe premier, tout le monde est là, ouais, mais non, mais de toute façon, Ajaccio, ils vont revenir, on va passer premier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Ajaccio? Ils ont perdu. Voilà. Et du coup, qui c'est qui est premier? Toulouse. Voilà. Ce Il est championnat pas de Ligue 2, ce soir quand même. non mais ce championnat de Ligue 2, il est compliqué. On ne gagnera. Il y a aucune équipe. On le dit depuis le début de la saison. Il y a aucune équipe qui fera des séries à 25 victoires d'affilée. Et même 3 l'année dernière, ils l'ont pas. 3 ils ont plus de défaites. L'Ajaccio, c'est le Toulouse de l'an dernier. Les 3 ils ont plus de défaites que nous. C'était la même période. Et là, on est en train de pleurer. Vraiment, ce qui m'énerve, c'est que ça fait 15 ans que je suis abonné, ça fait 10 ans que je vois des purges, ça fait 2 ans enfin 10 ans, le reste, ça fait 2 ans qu'on voit quelque chose, qu'on voit un projet cohérent, on voit une communication qui est intéressante, on voit un mercato qui est intéressant, on voit une tactique, on voit des joueurs, on voit du football, putain, on voit 3 buts par match au stadium, les gars. Et on est en train de chier sur le club. Il y a Fred qui pose la question par rapport à ça aussi. Alors, c'était quoi la raison de virer Garand la saison dernière? Ça rentrait plus dans le projet, je pense. Je pense qu'ils sont. C'était plus humain que ouais, sportif au final. Il y avait quelque chose de. Aussi, hein. L'intelligence de Comoli, et on l'a déjà dit dans cette émission, Garand il arrive, il est 2 ans. Montagnier il arrive 2 ans. Ça veut dire que si au bout d'1 an ça se passe mal, merci l'ami. Point barre. T'as 2 ans pour monter, pas un de plus. T'as d'autres réactions? Ouais, moi je suis un peu vénère, je suis désolé, c'est beaucoup de frustration. Mais c'est qui est celui d'Amaury, mais par exemple Amaury, lui, comme il dit, c'est un hater assumé de la première heure. Il se définit même comme précurseur, mais il n'a jamais demandé son départ, il ne demandera jamais, parce qu'il croit à la stabilité et à la continuité, même de la nullité. Il émet des critiques depuis le début de la saison constructives. Il se pose des questions, il demande des améliorations, il fait pas le béni oui quand ça gagne, il hurle pas la démission quand ça perd. Je ne parlais pas de toi, Maurice, je te rassure, c'est vraiment pas de toi que je parlais. Mais je sais pas, je veux beaucoup vous utiliser la parole, messieurs, donc peut-être allez-y, pardon. Mais... Non, je rebondis une dernière fois sur Fred aussi, qui va être celui qui te répondra le plus. C'est que lui il considère qu'il y a quand même le droit de dire que 3 victoires sur les 15 derniers matchs, c'est moyen. Je ne dis pas ça. Je dis juste que des trous, des temps faibles, ça peut arriver et que on est quand même toujours premier. On est encore dans les temps de passage et que quand la machine va redémarrer, on va encore machiner. Ce qui m'embête, c'est que tout le monde compare le Montagnier de Lens. Oh là là, il fait comme à Lens. Putain, pauvre ça veut dire que Duprat va sauver Saint-Etienne? Bah non mais. Oui. C'est comme ça que ça marche. Non, voilà, c'est chaque équipe est différente, chaque club est différent. Montagnier, il fait pas comme à Lens. Montagnier, il fera du Montagnier et puis voilà, et on verra bien. Oui, c'est vrai qu'on est la dynamique, je vous l'ai donné tout à l'heure. On est 5e meilleure équipe de Ligue 2 avec 9 points. Dijon est la 2e avec 10 points. Et on nous parle de crise là. Voilà. Pareil, c'est toujours les dynamiques où ça a tendance un petit peu à faire jaser et à se poser des questions. Après, moi, c'est comme je t'ai dit, c'est le fait que ce championnat soit hyper resserré, quoi. C'est pas catastrophique, loin de là. Nous, on fait un super championnat. Mais derrière, voilà, l'objectif numéro 1, il ne faut pas le quitter des yeux, c'est la montée.
Et là, à l'heure actuelle, tu te dis que sur une série négative d'un ou deux matchs, et que derrière ça gagne, forcément, tu es plus dans le mal. Et les autres peuvent faire la même chose. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, mais je veux dire, c'est pour ça qu'il faut nuancer, même si je suis absolument d'accord avec toi. Montagnier, pour le moment, il fait du bon boulot. Oui. Il fait du bon boulot, il faut lui laisser du temps aussi. Et puis, on verra surtout ce mois d'avril qui s'annonce quand même palpitant. Tant que j'en profite pour le tant qu'on parle du championnat resserré, j'en profite pour faire rapidement un petit point des matchs qui ont eu lieu à l'instant. Non. Le Paris FC vient de gagner contre Auxerre. Paris remonte à la 3e place à 1 point du TFC. Et dans un second temps, on a aussi Nîmes qui s'est imposé, qui revient à 10 points. Bon, ça c'est un peu plus lointain, mais pour le barrage. Et Nancy qui a 54 points. Nancy qui vient de manger 6-1. Ouais. Je voulais juste te donner l'avis de Rémi qui est aussi... qui est inquiet parce que pour lui... Rémi, d'ailleurs, si tu nous écoutes, je t'invite à l'émission parce que je sais qu'on ne sommes pas d'accord sur plein d'avis et j'ai envie d'avoir des gens pas d'accord avec moi parce qu'il faut qu'on puisse débattre en toute constructivité. Mais vas-y, invite tes potes, je dirais rien, pas de souci. Donc Rémi nous dit, Montagnier nous fait une garande en restant focus sur sa compo 4-3-3 et ne va pas proposer un peu de créativité dans son jeu et son coaching comme l'ancien coach toulousain et son immuable 3-5-2 avant lui. Le problème, c'est qu'il a un peu moins de talent cette année avec son effectif. C'est faux parce que sur certains matchs, notre animation offensive se transforme en 4-4-2 avec Ado qui rentre dans l'axe en deuxième attaquant pour épauler Idei. Mais après, je comprends ce qu'il veut dire, c'est toujours le même système quand les joueurs passent. Par exemple, en coupe, quand tu vois l'effectif, tu peux te tenter de quelque chose peut-être. Un grand poète qui fait partie de l'émission nous a dit qu'on s'en branle, que ce soit un 4-3-3, un 4-3-2 ou un machin, ce sont que des chiffres, c'est l'animation qui vaut le coup. Et il n'a pas tort, et je cite bien sûr Yves, c'est qu'on s'en branle de ce qu'on met sur le terrain, c'est l'animation offensive et défensive. Ah, pardon. Non, je l'imitais pas. Non. Messieurs, oui, 21h01, c'est la fin de l'émission. Bisous. Oui, non, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'on n'en a pas fini avec ces débats. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus de temps. De toute façon, il va y avoir des semaines internationales dans pas longtemps. Là. Ce qui serait bien, c'est que j'aimerais que les gens aussi viennent avec nous en plateau, viennent débattre. N'hésitez pas à venir participer. Il y a encore toujours le lien qui marche sur le site de la feuille de match, www.lafeuilledematch.com. Il y a le petit formulaire à remplir et si vous voulez même pas venir ici parce que vous avez la flemme, vous avez peur du Covid, on vous donne le numéro de Radio Occitanie et vous passez par téléphone. On vous donne des masques, on vous donne tout. Alors, je voudrais rassurer, alors la table ici en studio, elle est grande, donc vous ne serez pas à côté de Camille, il ne pourra pas vous blesser physiquement, il y a quand même une distance de 1 à 2 mètres et on peut mettre un plexiglas au milieu et des agents de sécurité, surtout n'ayez pas peur pour votre vie. Merci Elliot pour la technique, merci Nathan, merci Oxens, merci Vincent, merci à toutes et tous ceux qui nous suivent. Encore de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à débattre, nous on est là pour ça, on est ouvert à tout. C'est juste qu'on aime notre club, on aime notre Toulouse Football Club et qu'on veut juste la montée. Le maintien va être de première place. Ciao, ciao.